J'ai toujours aimé les excursions dans les lieux abandonnés, mais cette fois-ci, tout a mal tourné. Ce qui avait commencé comme une promenade normale s'est transformé en un piège mortel, où nous nous sommes retrouvés non seulement enfermés, mais aussi poursuivis par quelque chose qui n'avait pas l'intention de nous laisser partir. J'ai toujours aimé les choses inhabituelles. Les excursions, les randonnées, les promenades nocturnes dans des lieux abandonnés, tout cela m'attirait comme un aimant. C'était une façon d'échapper à la routine, de s'immerger dans de nouvelles expériences qui laissent une trace dans ma mémoire. Aussi, lorsque j'ai vu une annonce concernant une visite d'un complexe industriel abandonné en dehors de la ville, je n'ai pas hésité longtemps. Le groupe était composé de 8 personnes, dont le guide. C'était un professionnel typique dans son domaine. Une voix assurée, un sac à dos contenant tout ce dont il avait besoin et une expérience qu'il était prêt à partager. Nous nous sommes retrouvés au bord de la route où un petit bus devait nous emmener sur le site. Tout le monde avait l'air de gens ordinaires. Un jeune couple, un vieil homme au regard curieux, 2 amis qui discutaient sans cesse et un homme qui se tenait à l'écart. Le complexe est une véritable ruine. Des murs délabrés, des structures rouillées, des allées envahies par les mauvaises herbes. Les immenses ateliers, dont les fenêtres nous regardent comme des orbites vides, provoquent un subtil malaise. Le guide nous a assuré que cet endroit était absolument sûr si nous respections les règles. Mais j'ai ressenti quelque chose d'autre. Le sentiment que nous étions entrés dans un territoire qui n'appartenait plus à personne depuis longtemps. Lorsque nous sommes entrés dans le premier atelier, une odeur métallique et une atmosphère étouffante nous ont envahis. Les plafonds s'élevaient comme des nuages et le silence était si épais que même nos pas semblaient plus bruyant que d'habitude. Le guide a commencé son histoire et tout le monde a écouté attentivement. Mais mon attention était focalisée sur l'ombre au bout du couloir. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que quelque chose clignotait à cet endroit. Je me suis dit que ce n'était que mon imagination. Je ne savais pas que ce jour serait le pire de ma vie. Ce qui avait commencé comme une aventure innocente allait rapidement se transformer en un jeu de survie. Le guide nous a raconté l'histoire du complexe en citant des dates, des événements et des noms. Il s'agit d'une ancienne usine de production de machines lourdes qui a été fermée à la suite d'une série d'accidents. Dans les années 80, une explosion dans un atelier a tué plusieurs dizaines d'ouvriers. La rumeur veut que les propriétaires aient dissimulé l'ampleur de la tragédie et que toute personne ayant tenté de découvrir la vérité ait disparu. Plus tard, l'usine a été fermée pour cause de non-rentabilité et s'est transformée en une immense ruine que la nature absorbe peu à peu. J'ai essayé d'écouter, mais mon attention a été attirée par l'ombre que j'avais vue plus tôt. Elle est réapparue, mais plus près. Mon cœur battait plus vite, mais je me disais que ce n'était qu'un jeu de lumière. Cependant, le sentiment d'anxiété n'a pas disparu. Les gens autour de moi semblaient plus détendus que moi. Certains prenaient des photos, d'autres plaisantaient. Un homme âgé, Mike, posait avec enthousiasme des questions au guide sur la technologie utilisée dans l'usine. Les 2 sœurs, Julia et Emma, chuchotaient doucement en discutant de quelque chose d'amusant. Seul l'homme, qui se tenait à l'écart, semblait aussi tendu que moi. Il ne disait rien, se contentant de regarder périodiquement derrière lui à chaque bruit, comme un chasseur sentant la présence d'un prédateur. Le premier signe de danger est apparu de manière inattendue. Nous avons grimpé les escaliers jusqu'à la plateforme d'observation située au-dessus de l'atelier. Les marches grinçaient, mais le guide nous a assuré qu'elles tiendraient. Alors que le groupe était déjà sur la plateforme, nous avons entendu un bruit venant d'en bas, fort, aigu, comme un raclement de métal. Tout le monde s'est tu, essayant de comprendre d'où cela venait. Le guide nous a rassurés en nous disant que c'était juste la structure qui s'adaptait à notre poids. Mais ce bruit n'était pas naturel, c'était comme un avertissement. Nous avons continué à avancer, nous enfonçant dans le complexe. Au fur et à mesure que nous nous éloignions de la sortie, j'ai commencé à remarquer que l'atmosphère changeait. L'obscurité devenait de plus en plus épaisse, malgré la lumière du jour qui passait à travers les fenêtres brisées. Le bruit de nos pas était plus fort et chaque mouvement semblait plus lent. Il y avait quelque chose entre ces murs, quelque chose qui sentait notre présence. Lorsque nous avons atteint le hall central, le guide s'est soudain arrêté. Il avait remarqué quelque chose dans ses notes et était inquiet. Il s'est mis à regarder nerveusement autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose qui aurait dû être là, mais qui avait disparu. Au cours de cette inspection, il a expliqué qu'une partie du complexe n'était toujours pas sûre en raison d'une instabilité structurelle. Mais sa voix n'était plus aussi assurée qu'auparavant. Je me suis surpris à penser que je sentais une odeur étrange, une légère odeur de plastique brûlé, presque imperceptible. Les autres ont commencé à remarquer quelque chose aussi. Une des filles a dit qu'elle avait entendu un bruit, comme si quelqu'un nous suivait. Mike est devenu tout blanc, mais il a dit que c'était juste un courant d'air qui déplaçait les débris. Nous avons décidé de continuer, mais nous avions le sentiment d'avoir déjà commis une erreur fatale en entrant. Le guide nous a conduits au cœur du complexe, dans un grand hall où se trouvait l'atelier de production principal. D'énormes machines semblaient sur le point de redémarrer. D'énormes grues, des convoyeurs rouillés, des fragments de fer, tout cela ressemblait à un décor de film post-apocalyptique. Le guide pointait quelque chose sur sa carte, expliquant que cet endroit employait autrefois des centaines d'ouvriers. Mais je n'écoutais presque plus. La tension devenait insupportable. Le bruit, encore ce grincement. Cette fois, il était plus fort et plus proche. Tout le monde s'est arrêté, se tournant vers la source du bruit. Le guide sourit
nerveusement et dit que c'était probablement les anciennes structures qui parlaient à cause du changement de pression. Mais même lui semblait incertain. Nous avons entendu un autre son, un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé dans une partie éloignée de la salle. Plusieurs personnes ont commencé à échanger des regards inquiets. L'une des filles, Emma, plaisante en disant qu'il s'agit des fantômes des ouvriers, mais sa voix semble trop tendue pour être sincère. Le guide a décidé d'aller vérifier le son et nous a dit de ne pas bouger. C'est sa première erreur. Au bout de quelques minutes, sa voix qui venait de loin a été brusquement interrompue par un fort grondement. Puis ce fut le silence. Trop de silence. Julia l'appela par son nom, mais il ne répondit pas. Mike, qui était resté calme jusque-là, nous dit de rester calme et d'attendre le retour du guide. Mais quelque chose dans son regard trahissait la peur. L'homme qui s'était tenu à l'écart semblait ne plus cacher son inquiétude. Il insiste pour suivre le guide. Je me suis souvenu des paroles du guide qui m'avait dit que certaines structures pouvait être dangereuse. C'est alors que j'ai vu une petite fissure sur l'un des murs où nous nous trouvions. Elle était fine mais longue, et de la poussière et des débris s'y accumulaient déjà. J'ouvris la bouche pour prévenir les autres, mais je n'en eus pas le temps. Un bruit semblable à un coup de tonnerre a traversé la pièce. Une partie du plafond s'est soudain effondrée dans un grondement assourdissant. Ceux qui se trouvaient le plus près de l'épicentre n'eurent même pas le temps de réagir. Mike et l'une de ses sœurs, Emma, sont ensevelis sous les décombres. Le métal et le béton volent dans toutes les directions, frappant les autres. Tout le monde hurle. Une épaisse poussière emplissait l'air, rendant la respiration difficile. Lorsque le bruit s'est calmé, nous avons pu constater l'étendue des dégâts. Une partie du hall était complètement bloquée par les décombres et la sortie par laquelle nous étions arrivés était bloquée. Julia se précipita vers l'endroit où se trouvait sa sœur, mais il n'y avait qu'un amas de métal et de béton brisé. Elle a crié jusqu'à ce que quelqu'un la ramène à l'intérieur. Elle pleurait et se débattait hystériquement jusqu'à ce que quelqu'un dans le groupe crie que nous devions tous trouver un moyen de sortir d'ici, sinon cet endroit serait notre tombe. Dans la panique, nous nous sommes séparés. Certains ont commencé à chercher une autre sortie, d'autres sont restés figés sur place, ne sachant que faire. Mais une chose était claire, nous étions pris au piège, et il ne serait pas facile d'en sortir. Il était difficile de respirer. La poussière se déposait lentement, remplissant nos poumons et nous faisant tousser. Tout était en désordre. Julia était à genoux, pleurant à chaudes larmes, se tenant les mains devant le visage. L'homme qui s'était tenu à l'écart semblait à présent le plus concentré d'entre nous. Il a dit, presque en chuchotant, que nous devions avancer avant que la structure ne s'effondre complètement. Ses paroles n'étaient pas tant empreintes d'inquiétude que de peur de ce qui pourrait arriver si nous restions ici trop longtemps. J'ai levé les yeux vers le trou béant dans le plafond. Il ressemblait à la bouche d'un monstre, prêt à nous dévorer tous. Les bords du trou s'effritaient lentement, chaque bruit d'un morceau de béton arraché résonnant dans ma tête comme le son d'une cloche. Cet endroit qui avait l'air seulement vieux et abandonné semblait maintenant vivant et cruel. Nous avons entendu un gémissement étouffé. Il provenait de quelque part sous les décombres. Quelqu'un était encore en vie. Cela suscita à la fois de l'espoir et une nouvelle vague de peur. Mike. C'était peut-être Mike. Julia se leva d'un bond et tituba vers le bruit jusqu'à ce qu'un homme l'attrape par l'épaule. Sa voix restait froide. Il est déjà mort de toute façon. Si on commence à creuser, ça va tous nous enterrer. Il avait raison et je le savais. Mais comment peut-on laisser un homme derrière soi? Comment entendre ce gémissement, faible et étouffé, et ne rien faire? Cette pensée était comme une aiguille dans ma tête, m'empêchant de me concentrer. L'homme qui s'est présenté sous le nom de Tom a commencé à regarder autour de la pièce. Il cherchait une autre issue. Les autres, dont moi, l'ont suivi. Presque automatiquement, comme un troupeau qui suit aveuglément le premier, nous nous sommes frayés un chemin à travers les décombres, enjambant avec précaution les arêtes tranchantes des barres d'armature et en glissant sur les amas de poussière et de verre brisés. Après quelques minutes, nous avons trouvé la porte. Elle était vieille, en métal et légèrement sortie de ses gonds. Tom a donné un coup de pied de toutes ses forces. La porte s'ouvrit avec fracas, révélant un étroit couloir éclairé seulement par les lueurs qui passaient à travers les fissures des murs. Le couloir semblait mener au cœur même de cet enfer de béton. Nous avançons, mais plus nous nous enfonçons, plus le silence s'épaissit. Il n'était pas naturel. C'était comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Même nos pas semblaient étouffés, absorbés par les murs. Des traces apparaissaient sur les murs, des bandes sombres et déchirées, comme les traces des mains de quelqu'un. Des doigts enduits de quelque chose de collant laissaient des lignes chaotiques qui disparaissaient au bout du couloir. L'une des filles a murmuré que ce n'était que de la terre, mais même elle n'a pas cru à ses propres paroles. Le couloir nous conduisit à une autre salle. Elle était plus petite que la précédente. Mais le danger y était différent. Au centre se dressait une énorme structure métallique, vestige d'un vieux mécanisme soutenu par des poutres rouillées. Les morceaux du plafond pendaient déjà au-dessus de cet endroit, et il semblait qu'un autre bruit fort pouvait provoquer un nouvel effondrement. Soudain, je l'ai entendu à nouveau, un gémissement. Mais cette fois, il ne provenait pas des décombres, mais d'un endroit proche, profond, grave, comme le son d'un carillon éolien dans une maison vide. Quelqu'un a encore chuchoté que c'était le vent, mais ce n'était pas le cas. Le son était trop humain, trop réel. Soudain, Tom s'est arrêté et a levé la main, ce qui nous a figés. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais dire à sa façon de se tenir qu'il avait entendu quelque chose. Les secondes s'écoulèrent
comme une éternité tandis que j'écoutais les bruits autour de moi. Et puis je l'ai entendu, des pas lents et rythmés qui s'approchèrent de nous depuis l'autre bout du couloir. Tom s'est lentement tourné vers nous, les yeux grands ouverts, et sa voix, calme mais intense, ne contenait qu'un seul mot, courir, et nous avons couru. Nous avons couru sans nous retourner. La peur paralysait toute pensée, ne laissant qu'une seule chose à faire, avancer, s'éloigner du bruit. Mes pieds glissaient sur les décombres et la poussière, mon souffle était lourd. J'ai entendu quelqu'un trébucher derrière moi, j'ai entendu un bruit sourd, mais je ne me suis pas arrêté. S'arrêter signifiait la mort, j'en étais sûr. Le couloir nous a conduits à une autre porte, une énorme porte couverte de rouille, sous laquelle sortait un courant d'air froid. Tom s'est précipité en premier, essayant de l'ouvrir, mais elle ne bougeait pas. Le métal était si vieux et si déformé qu'il semblait que nous étions pris au piège. Des pas, les mêmes pas, lents mais inévitables, se rapprochaient, ils résonnaient, nous figeant dans l'immobilité. J'ai essayé de voir qui ou quoi nous suivait, mais l'obscurité était si épaisse que rien n'était visible. J'ai cru voir une ombre se déplacer dans notre direction, mais à chaque fois que je regardais, elle semblait se dissoudre dans le noir. Tom a de nouveau poussé la porte, mais rien n'a changé. Nous étions tous au bord de la panique quand quelqu'un, je crois que c'était Julia, a crié qu'elle avait entendu un bruit derrière le mur. Ce cri a semblé nous diviser tous. Quelqu'un a couru vers l'endroit d'où nous venions, mais je me suis rendu compte que c'était inutile. Il n'y avait pas de route derrière nous. C'est alors que Tom, dans un souffle rauque, s'est emparé d'un morceau de barre d'armature qui traînait à proximité et a commencé à frapper sur la porte. Les autres se sont joints à lui, essayant de la pousser en groupe. Soudain, le métal céda, la porte s'ouvrit avec fracas et un tunnel long et étroit s'ouvrit devant nous. Nous ne savions pas où il menait, mais nous n'avions pas le choix. Nous avons couru dans le tunnel, essayant d'échapper à ce qui nous poursuivait. Mais à l'intérieur, c'était encore pire. Le tunnel était lugubre et humide, les murs étaient couverts de moisissures et l'air était si épais qu'il était difficile de respirer. Les pas derrière moi se sont arrêtés, mais cela n'a apporté aucun soulagement. Au contraire, c'était encore plus effrayant. L'inconnu était pire que n'importe quel bruit. J'ai remarqué un faible rayon de lumière devant moi. Tom l'a vu aussi et s'est précipité, mais il a soudain glissé et est tombé. Nous avons tous couru vers lui et j'ai alors compris pourquoi il s'était arrêté. Il y avait un abîme devant nous, il était profond et sombre, comme un gouffre, avec un bruit de gouttes d'eau venant du fond. Nous ne pouvions pas le contourner. Le seul moyen était de passer par une étroite poutre métallique suspendue au-dessus du gouffre. Tom s'y est engagé sans hésiter, même si cela semblait dangereux. Il s'est tourné vers nous et nous a fait signe de le suivre. J'ai posé le pied sur la poutre, en essayant de garder l'équilibre. Le métal sous mes pieds était glissant et froid. Je ne regardais que vers l'avant car l'idée de regarder vers le bas me faisait chavirer le cœur. Julia me suivit, pleurant mais essayant de s'accrocher. Alors que nous avions presque traversé, nous entendîmes à nouveau les mêmes bruits de pas derrière nous. Ils semblaient résonner de tous les côtés du tunnel. Julia a crié, a perdu l'équilibre et s'est agrippée à moi. J'ai senti ses doigts glisser à travers mes vêtements et, à la dernière seconde, j'ai réussi à la retenir. Nous étions toutes les deux suspendues à la poutre, essayant de ne pas tomber dans l'abîme. Soudain, j'ai entendu quelque chose de lourd tomber de l'autre côté du tunnel. C'était le bruit du métal qui frappe le béton. Le gars devant moi s'est retourné et j'ai vu de la peur dans ses yeux. Il a crié quelque chose, mais ses mots se sont perdus dans le grondement assourdissant qui a commencé à remplir le tunnel. Les poutres métalliques qui soutenaient le tunnel ont commencé à se fissurer. Tout était sur le point de s'effondrer. Nous n'avions que quelques secondes pour nous échapper. Les poutres craquaient de plus en plus fort et je sentais le métal trembler sous mes pieds. Julia s'accrochait à moi et j'ai compris que si nous restions, ne serait-ce qu'une seconde de plus, nous ne pourrions pas nous échapper. Je lui ai crié d'avancer mais ses yeux sont restés figés. Elle était paralysée par la peur. J'ai tendu la main. J'ai saisi son épaule et je l'ai forcé à faire un pas. Ses pieds glissaient et j'ai senti que nous pouvions tomber toutes les deux. Mais miraculeusement, elle s'est agrippée à la poutre et, après quelques pas supplémentaires, a atteint l'autre côté. Tom était déjà là, les mains accrochées à la paroi du tunnel, les yeux tournés vers l'extérieur, cherchant un moyen de s'enfuir. Lorsque j'ai posé le pied sur la terre ferme, le craquement du métal derrière moi est devenu insupportable et la poutre sur laquelle nous nous trouvions s'est effondrée dans l'abîme. Le bruit de la chute était assourdissant et long. Comme si la fosse n'avait pas de fin. Des bruits de pas. Ils ont recommencé à résonner dans l'obscurité et j'ai compris que celui qui nous avait suivis était toujours là. Tom prit une grande inspiration et nous fit signe de continuer. Nous avons couru dans un couloir étroit, nos pas résonnants, se confondant avec ceux de notre poursuivant. Ces bruits semblaient plus proches, plus lourds, comme si quelqu'un d'énorme et d'inexorable approchait. Nous nous sommes retrouvés dans une autre salle. Cette fois-ci, il y avait plus de lumière. Elle provenait de plusieurs fissures dans le plafond. Mais au lieu de nous soulager, elle nous a apporté une nouvelle horreur. Au centre de la pièce se trouvait une vieille voiture, dont les roues étaient couvertes de rouille, et des débris épars ressemblant à des membres humains. Julia sursaute, mais Tom ne nous laisse pas nous arrêter. Il nous a indiqué une grande trappe dans le sol. C'était la seule issue. Nous avons couru jusqu'à elle, mais elle était bloquée par une lourde pièce de métal. Tom s'est penché et a commencé à la tirer. Julia et moi l'avons aidée de toutes nos forces.
Pendant ce temps, les bruits de pas devenaient plus clairs. J'ai regardé derrière moi. Une silhouette est apparue dans l'obscurité. Grande, massive, elle ressemblait à un homme, mais elle se déplaçait trop lentement et mécaniquement. Mon cœur battait la chamade. Je voulais me convaincre que ce n'était qu'une illusion créée par les ombres et la peur, mais cette silhouette était réelle. Elle se dirigeait tout droit vers nous. Le métal a bougé. Tom a tiré la trappe sur le côté et nous avons vu un escalier qui descendait. Ne sachant pas où ils allaient, nous avons commencé à descendre. Julia a trébuché, mais Tom l'a ramassée et l'a littéralement jetée en bas. Je l'ai entendu crier en tombant, mais je n'ai pas pu l'aider. Lorsque j'ai posé le pied sur la dernière marche, la trappe au-dessus de nous s'est refermée avec un bruit assourdissant. Je me trouvais dans l'obscurité la plus totale. Seules les respirations lourdes de Julia et de Tom m'indiquaient que je n'étais pas seul. Nous avons avancé lentement, chaque pas était comme une torture. Nous ne savions pas s'il y avait une issue, mais rester immobile était encore plus terrifiant. Soudain, j'ai senti un léger courant d'air frais. Il y avait une issue quelque part devant nous. Nous avons couru malgré notre fatigue et nous avons enfin vu la lumière. C'était une énorme brèche dans le mur par laquelle la lumière du jour pénétrait. Tom fut le premier à sortir. Julia l'a suivi avec difficulté. Lorsque j'ai enfin posé le pied sur l'herbe, l'air frais a rempli mes poumons et je me suis écroulé, sentant mon cœur battre dans mes tempes. Nous étions vivants. Mais quand je me suis retourné, je l'ai vu. Dans l'obscurité au-delà de la brèche, au bord du tunnel en ruine, il y avait toujours une ombre. Elle ne bougeait pas. Elle observait. Sa présence était plus effrayante que tout ce que j'avais ressenti dans ma vie. Tom m'a attrapé par l'épaule et m'a tiré plus loin, mais je ne pouvais pas la quitter des yeux. Cette ombre est restée avec moi. Elle n'était pas dans le tunnel, ni dans cet endroit. Elle était dans mon esprit. Lorsque nous sommes arrivés à bonne distance du complexe, je me suis retourné une dernière fois. Les ruines avaient de l'air tout à fait ordinaire, comme beaucoup d'autres lieux abandonnés. Elles ne semblaient plus vivante, mais se tenait silencieusement au milieu des broussailles d'herbes et de mauvaises herbes. Mais je savais qu'il restait quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui aurait pu être là depuis toujours. Nous nous sommes assis sur le bord de la route, attendant de l'aide. Julia tremblait encore, son visage était pâle comme un fantôme. Tom était silencieux, son regard était fixé sur le sol. Nous n'avons pas parlé, chaque mot semblait inutile, car nous savions tous que nous ne pouvions pas décrire ce qui s'était passé. Lorsque l'ambulance est arrivée, on nous a fait monter à bord et on nous a emmenés à l'hôpital. La police m'a demandé ce qui s'était passé, mais je n'ai rien pu dire de significatif. Tout ce dont je me souvenais, c'était de ces pas, de cette silhouette et de ces ombres qui nous poursuivaient. Toutes les tentatives de la police pour pénétrer dans le complexe ont échoué. Ils ont déclaré qu'en raison des effondrements, l'endroit était trop dangereux pour poursuivre les recherches. Les corps des personnes restées sur place n'ont jamais été retrouvés. Les jours qui ont suivi se sont transformés en une lutte sans fin contre la peur. Dans l'obscurité, j'ai entendu des pas. À la limite de ma conscience, j'ai vu des ombres. Elles ne me poursuivaient pas physiquement, mais elles étaient dans mon esprit, dans chaque coup de vent ou bruit soudain. Julia a essayé de me contacter à plusieurs reprises, mais je n'ai pas répondu. Tom a disparu de ma vie dès que nous avons quitté l'hôpital. Il voulait sans doute oublier lui aussi. Finalement, je me suis rendu compte qu'il était impossible d'oublier. Le souvenir ne reste pas seulement, il se transforme en quelque chose de plus. Cette expérience m'a changé. Je ne peux plus regarder des ruines ou de vieux bâtiments sans avoir l'impression que quelqu'un m'observe. Je ne peux plus entendre le silence sans penser à ses pas lents et lourds. Un jour, j'ai décidé de consulter les nouvelles relatives à cet endroit et je suis tombé sur un article concernant un autre groupe qui avait disparu dans des circonstances similaires, un complexe similaire, une histoire similaire. La différence, c'est qu'ils n'ont jamais été retrouvés. J'ai fermé mon ordinateur portable et je ne suis plus revenu sur cette question. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus, j'en avais déjà assez vécu. Mais lorsque je m'endors, il me semble que ces pas n'ont jamais cessé de résonner. Ils ont toujours été là, ils le seront toujours. Si cette histoire a fait battre votre cœur, n'oubliez pas de regarder mes vidéos précédentes sur les événements effrayants d'un hôtel abandonné et sur une course de taxi sinistre. L'obscurité y cache encore plus de secrets. Et pour ne pas manquer de nouvelles histoires qui vous feront vous demander si vous êtes vraiment seul dans la pièce, abonnez-vous à la chaîne, likez et cliquez sur la cloche. Il y a encore beaucoup de choses effrayantes à venir et vous ne voulez pas les manquer.